Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre intitulée « Le désespéré ». Il s'agit d'un roman écrit par Léon Bloy et publié en 1887. Le narrateur, nommé qu'un Marche Noire, écrit à son ami Alexis. Son père, qui est dans une pièce voisine, est en train d'agoniser et doit mourir le lendemain. Marche Noire s'accuse de parricide, non pas qu'il ait tué son père de sang-froid, mais il l'a tué à force d'espoir toujours déçu. Marche Noire est un écrivain, quasi célèbre, qui a connu la misère. Le père chérissait le narrateur avant même sa naissance, mais un événement, sa vocation d'écrivain, a changé la donne, bien que son père ne l'ait jamais complètement maudit. Il s'en prend au romancier plein de gloire, qui n'a pas connu de difficultés et qui a le don de plaire à son entourage. Puisqu'il est sans argent, Marche Noire demande à Alexis de lui envoyer de l'argent afin de payer l'enterrement de son père. La lettre est envoyée à monsieur Alexis Dulaurier, qui est un auteur célèbre. Dulaurier et Marche Noire sont en relation depuis quelques années, époque durant laquelle Dulaurier ne vivait que de l'argent tiré de quelques leçons. Dulaurier a maintenant un appartement du Jardin des Plantes où il reçoit de jeunes écrivains. S'il connaît le succès, c'est justement parce qu'il est comblé des dons de la médiocrité. En réalité, Dulaurier offre une littérature de piètre qualité à une élite dirigeante, ce qui explique pourquoi il a le droit à tous les honneurs. Dulaurier et Marche Noire passaient autrefois beaucoup de temps ensemble, mais depuis le début de son succès, Dulaurier a senti que Marche Noire allait juger ses écrits et il s'est séparé de lui. Après avoir été congédié d'un journal pour lequel Marche Noire écrivait des articles polémistes, les portes de la littérature se sont fermées pour lui. Dulaurier a bien pris garde de ne pas aider son ancien ami. Un domestique apporte la lettre de Marche Noire à Dulaurier dans son lit, alors qu'il est plus de 8h30. Dulaurier a passé la soirée chez une baronne et a passé la nuit avec une jeune Norvégienne. Dulaurier refuse d'aider son ami, puisqu'il ne s'estime pas très riche et qu'il pense que Marche Noire peut gagner sa vie. Il lui reproche également d'avoir attaqué un de ses amis, alors que Dulaurier estime n'avoir jamais attaqué Marche Noire. Dulaurier pense inciter le docteur des Bois, chez qui il doit déjeuner, à aider Marche Noire. Le docteur Chérubin des Bois est un médecin pour aristocrate. Ce docteur sait se faire entourer de personnes puissantes et donne des dîners en espérant des reconnaissances. Rêvant d'annexer Marche Noire quand il était en passe de devenir célèbre, des Bois a fait venir Marche Noire chez lui et lui a donné 25 louis. Alors dans le besoin, Marche Noire a accepté l'argent. Cependant lorsque Marche Noire n'a plus reçu l'estime des journaux, un tiers a rapporté à Marche Noire que des Bois se plaignait de ses visites fréquentes. On le blâmait également de vivre en collage avec une jeune femme. Marche Noire a alors cessé ses relations avec des Bois. Comme on pouvait s'y attendre, Dulaurier et des Bois suivent la loi des attractions proportionnelles. Si Dulaurier veut pousser des Bois à aider Marche Noire, c'est pour ménager une amitié dangereuse. Dulaurier et des Bois se passent de la pommade l'un à l'autre. Bien qu'ils soient tous les deux des personnes médiocres, le monde est pourtant à leurs pieds. Bien que Dulaurier ne parle pas immédiatement de la réelle raison de sa venue, il finit tout de même par parler à des Bois de la lettre envoyée par Marche Noire. Des Bois préconise à Dulaurier de ne pas répondre à la lettre de Marche Noire. Il dit ne plus vouloir aider Marche Noire, car cet homme finira par le compromettre. Il dénonce également le comportement offensant et méprisant de Marche Noire envers ses amis et invités. Dulaurier essaie de tempérer la vie de des Bois en lui faisant remarquer que Marche Noire est un ingrat, mais qu'il n'est pas un vulgaire et qu'il est capable de tendre la main aux personnes qu'il vient pourtant d'injurier. Dulaurier tente de pousser des Bois à aider financièrement Marche Noire. La Légion d'honneur que vient de recevoir Dulaurier a pour effet d'agir sur l'opinion du docteur. Des Bois accepte d'aider Dulaurier en donnant 3 louis, mais stipule que c'est la dernière fois qu'il aide Marche Noire. Dulaurier écrit une lettre à Marche Noire, pleine de fausses gentillesses et de reproches sur son comportement qui serait la cause du rebut des personnes qu'il fréquente. Dulaurier lui envoie les 60 francs du docteur ajoutés aux 2 louis de sa part. Dulaurier et des Bois lui préconisent de ne pas revenir à Paris et de rester à Périgueux, où il pourrait recevoir de l'aide des amis de sa famille et des condisciples. Dulaurier tente de le détourner de la littérature et l'encourage à prendre le premier métier venu. L'auteur parle du désespoir, qui serait descendu de Russie pour se rendre sur l'Occident. Il s'agit d'un dévorateur des âmes, qui est une menace bien plus grande que celle politique ou sociale. Le présent n'a rien de bien et toute l'espérance est placée dans la mort et dans ce qui la suit. Cette pensée enveloppe la société moderne, attaque l'Occident et attaquera l'Orient. Cette idée existait au Moyen Âge et l'Église a depuis continué à la perpétuer. Cette pensée a donné naissance à une littérature de désespérés tels que Chateaubriand, Lamartine ou Musset, qui ne se souviennent que des difficultés de la vie sur Terre et non de ce qui les attend dans les cieux. Dans ce contexte,
il est impossible d'avoir une pensée vigoureuse, une pensée virile. Cet état des lieux est peut-être annonciateur de quelque chose. L'auteur place l'un des signes du désespoir extrême au recueil Les Chants de Maldoror, par le comte de Lautréamont. Il qualifie cette littérature de « lave liquide ». Marchenoir est né désespéré. Son père l'a appelé Caïn, tandis que sa mère l'a fait baptiser sous le nom de Marie-Joseph. Il semble avoir été formé pour le malheur. Il a été élevé durement par son père, sans marque de tendresse. Lorsque son père l'a placé au lycée, il a été rejeté de la part de ses camarades. Cela l'a conduit à penser que la société humaine est remplie de vermine. Un jour, il s'est élancé sur des camarades avec un couteau, ce qui a fait que son père l'a retiré du lycée. Le père a poussé son fils dans l'industrie. Périgueux était alors le centre d'un réseau de chemins de fer. Caïn Marchenoir n'était pas non plus fait pour ce métier. De lui-même, il s'est découvert une vocation littéraire que l'auteur qualifie d'unique refuge pour des âmes telles que celle de Caïn. Il est parti vivre à Paris, où il a obtenu un emploi. À 18 ans, quasiment tout le corps de Caïn exprimait la dureté, à l'exception des yeux bleus, qui sont capables de devenir noirs lorsque le cannibale prend le dessus sur le rêveur. Les mauvais traitements qu'il a connus ont contribué à rendre son teint livide. Il possède le don des larmes et la manie de chérir sa peine. Jeune, il a reçu une instruction religieuse tellement mal faite qu'il n'en a rien gardé et l'a rejetée lors de l'apparition de l'adolescence. Marchenoir a eu une révélation divine après avoir lu le Nouveau Testament. Il passe du plus amer pessimisme à l'espérance. Depuis 19 siècles, les hommes demandent la promesse d'un règne de Dieu, ne l'ont toujours pas obtenue, mais ne se lassent pas. Il est nécessaire de souffrir pour Dieu. Marchenoir passe d'un désespéré à un désespéré sublime. Il pense que Dieu agira prochainement. La nouvelle doctrine de Marchenoir n'a rien contre le catholicisme, mais peut être vue comme audacieuse par certains. Marchenoir parvient tout de même à se faire un temps un ami dans le sacerdoce appelé l'abbé qui lui transmet ses méthodes d'interprétation sacrée. Marchenoir reste soumis à l'Église, bien qu'il ait dépassé la société catholique contemporaine. Marchenoir attend l'arrivée de Dieu, qui selon sa vision, va être massacré par ses propres adeptes. Marchenoir ne se retrouve pas parmi les chrétiens laïcs qui ne font qu'obéir à leur pasteur. Avant sa conversion, Marchenoir a passé 10 ans très semblables à ses années d'adolescence. Il a eu un emploi de copiste qu'il a perdu au bout de quelques mois. Le garçon était bon à rien, ce qui explique pourquoi il n'a pas trouvé d'emploi stable et pourquoi il vivait de ce qu'il ramassait. Marchenoir a rencontré dans une bibliothèque publique son seul ami, dont le travail consistait à remplir des bulletins bibliographiques dans une revue. À partir de cette rencontre, Marchenoir s'est lancé dans la littérature. Marchenoir a rencontré une femme. Jusque-là il n'en avait connu aucune à cause de son dénuement et de sa timidité. C'est la révélation religieuse qui a poussé Marchenoir à avoir envie de tendresse humaine. Il a commencé à mener une vie de libertin. Marchenoir s'est retrouvé écartelé entre Dieu et les femmes. Après la mort de son père, Marchenoir reçoit 2 lettres de Dulaurier et de son ami bibliographe nommé Georges Leverdier. Son ami lui envoie 500 francs. Marchenoir n'a rien demandé à son ami, mais Leverdier a su que Marchenoir avait besoin d'argent que grâce à Dulaurier. L'ami n'a pas été dupe de la ladrerie de Dulaurier et du médecin. Leverdier lui recommande de passer un mois à la Grande Chartreuse afin qu'on l'aide à revenir à Paris. Il lui écrit à propos de Véronique qui aime Marchenoir et dont Marchenoir n'a pas à s'inquiéter. Quoique Leverdier soit pauvre, il est capable de dévouement envers Marchenoir et estime en être l'inventeur. Leverdier a rencontré Marchenoir en 1869, il y a 14 ans. Marchenoir a sauvé la vie de Leverdier lors de la guerre grâce à sa vigueur face au chétif Leverdier. L'ami aimerait aider financièrement Marchenoir, mais sa pauvreté l'en empêche. Leverdier a entrepris des démarches afin de lancer la carrière d'écrivain de son ami, mais ça a été sans succès. Marchenoir n'a en réalité rien demandé à Leverdier, car il savait que son ami était prêt à toute l'extrémité pour le sauver. Il renvoie à Dulaurier son billet de 100 francs. Le père est mort sans reconnaître son fils. Marchenoir est touché par la mort de son père et se lamente sur son propre sort. Aux côtés de son père, il voit les corps de 2 femmes et celui d'un enfant. Une des femmes est morte phtisique et a été autopsiée dans un amphithéâtre, car Marchenoir n'a pas eu les moyens financiers à temps pour un enterrement. La seconde femme est une femme que Marchenoir a sauvée d'un souteneur. Il l'a mise enceinte. La femme a été tuée par son éditeur et a accouché avant terme. Marchenoir a développé un fort sentiment paternel envers son fils. L'enfant est mort de façon mystérieuse à l'âge de 5 ans. Marchenoir pense avoir fait mourir son père. Il décide de suivre le conseil de son ami et de faire une retraite à la Grande Chartreuse. Après la mort de son fils, Marchenoir avait essayé d'entrer à la Trappe et à la Maison Dieu, mais y avait été refusé.
Véronique Cheminot a été vendue par sa mère à l'âge de 15 ans. C'était une adepte du libertinage, surnommée la ventouse, saignant ses amants, mais étant capable de générosité envers les moins chanceux. Lorsque Marchenoir a rencontré Véronique, il venait à peine de se remettre de la mort de son fils, il gagnait à peu près sa vie et avait abandonné les plaisirs de la chair. Véronique a essayé d'avoir un ascendant sur lui et lui a proposé d'avoir des relations avec lui, mais Marchenoir a décliné l'offre. Un mois plus tard, il l'a retrouvée pourtant devant sa porte. Véronique a dit l'aimer et a demandé à Marchenoir de ne pas la repousser. Cependant, Marchenoir avait pris en horreur toute notion de partage. Véronique a voulu vivre auprès de Marchenoir, même si celui-ci n'aurait aucun signe de tendresse envers elle. Elle a voulu le servir et essayer de devenir une bonne chrétienne pour lui ressembler. Marchenoir a pensé n'avoir pas le droit de la renvoyer. Ils ont habité ensemble, tout en restant chastes. Il y a peu de gens à l'enterrement du père. Marchenoir est transporté par le service funèbre. Selon lui, seule la mort peut anoblir les êtres humains, quelle que soit la vie qu'ils menaient de leur vivant. Il se rend compte que l'on ne sait rien sur ce qu'il se passe après la mort, autre que ce que le christianisme peut dire. La religion offre la certitude de l'immortalité, mais celle-ci peut suivre deux chemins, celui du paradis, mais aussi celui de l'enfer. Après le départ du prêtre, le corps commence à être recouvert de terre, ce qui fait de lui le nouveau stagiaire de l'éternité. Marchenoir doit partir le lendemain. Durant la nuit, il écrit une lettre à Leverdier. Dans sa lettre à Leverdier, Marchenoir dit qu'il partira effectivement pour la Grande Chartreuse, qui lui paraît être une porte de sortie. Il raconte la tristesse d'avoir perdu son père, alors qu'ils étaient en mauvais termes depuis plusieurs années. Il devra vendre la maison afin de rembourser des dettes, alors que cette maison contient des moments du passé, dont des souvenirs de son frère aîné Abel, décédé la même année que sa mère. Le notaire lui a dit qu'il n'hérite que de la maison et du mobilier. Marchenoir doit tout vendre. L'acquéreur est trouvé et Marchenoir a signé les documents. Marchenoir recevra au plus quelques centaines de francs. Il se rend compte qu'il a besoin de Leverdier et de Véronique à ses côtés, alors qu'ils sont dissemblables et qu'ils agissent sur lui de manière différente. Il se plie au conseil de son ami au sujet d'un passage à la Grande Chartreuse et espère y nettoyer son esprit. Marchenoir commence son ascension à pied du désert de la Grande Chartreuse. On dit qu'il est impossible d'y accéder lors de la saison des neiges, ce qui est en réalité un prétexte pour la solitude des religieux et éviter l'arrivée des touristes. La Grande Chartreuse a été fondée en 1084 par la famille de Saint-Bruno et est restée intacte au fil des siècles, et ce grâce au définitoire et au fait qu'aucun écart aux règles fondamentales n'a été toléré. Dans le désert, le temps semble s'être arrêté au XIIe siècle et non être au XIXe siècle. Marchenoir savoure la beauté religieuse des pacifiantes du silence. Le paysage est recouvert par la neige et Marchenoir regarde le torrent appelé le Guillemort coulant depuis des milliers d'années. Marchenoir y trouve le calme et l'oubli de ses douleurs. Il se souvient d'une page trouvée dans une ancienne vie de ce célèbre père de Condren, au sujet de la supériorité des habitants de la Grande Chartreuse sur les personnes du monde. Marchenoir songe au fait qu'il faille un très grand nombre de désespérés et d'exterminés afin de donner naissance à un saint, à un élu. Les constructions de la Grande Chartreuse sont réparties sur 5 hectares. Une avalanche, 2 saccages, 8 incendies, une fermeture entre 1792 et 1816 n'ont pas suffi à supprimer l'endroit. Marchenoir nous donne la description faite par Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe lors de sa visite en 1805. La Grande Chartreuse est maintenant aussi prospère que jamais. Cependant, Marchenoir ne vient pas en tant qu'observateur, mais en tant que malade. Il est à la recherche du silence et de la contemplation afin de guérir sa tristesse. Marchenoir y trouvera la paix et la charité. Il a dit au père qu'il a reçu qu'il était une âme à guérir. Le père et les autres vont chercher à le satisfaire. Marchenoir souhaite écrire l'histoire de la volonté de Dieu. Alors qu'il s'est longtemps tu à cause de sa timidité, de son éducation et des difficultés de sa vie, il est devenu un grand orateur après sa rencontre avec Leverdier. Marchenoir n'a pas à supporter la rigueur du règlement et des concessions lui sont accordées. Il devient ami avec le père Athanase, qui lui révèle que les disciplines du monde ne sont que du néant face à la vie qu'il mène ici. Marchenoir qualifie les Chartreux de « seuls hommes libres et joyeux ». Il se demande si sa présence ici n'est pas un coup de la Providence qui voudrait qu'il reste à cet endroit. Il se demande également si le livre qu'il veut écrire ne va pas naître en ces lieux. Le père Athanase ne pense pas que Marchenoir soit amené à entrer dans les ordres maintenant, car il est amoureux. À 40 ans, la vie de Marchenoir va prendre une nouvelle direction. Selon le père Athanase, le dégoût de la vie n'est pas un signe de vocation religieuse et il mentionne la difficulté que Marchenoir aura à suivre la règle.
Marche Noire pense que Leverdier l'a envoyé à la Grande Chartreuse afin d'y recevoir la révélation qui vient d'être faite. Alors qu'il avait pensé qu'une amitié était possible entre lui et Véronique, il se rend compte maintenant que c'est bien plus que cela. Cependant, il ne peut se résoudre à avoir des relations avec elle. Alors qu'elle avait des origines misérables, Véronique a été magnifiée après sa rencontre avec Marche Noire. L'amour qu'elle avait au début pour lui s'est volatilisé et elle ne s'intéresse maintenant plus qu'à son âme. Véronique possède un cœur simple. Elle a tant changé qu'elle-même a du mal à reconnaître son moi du passé. Après que quelques-uns ont su que la ventouse vivait avec Marche Noire, certains ont essayé de la reconquérir. Cependant Marche Noire leur a fait passer l'envie. Véronique confond son sentiment envers Marche Noire avec son sentiment envers Jésus. Un jour Marche Noire a proposé à Véronique de l'épouser. Véronique a refusé, car un homme comme lui ne doit pas épouser une femme comme elle. Marche Noire se demande comment il doit agir et comment il va agir envers elle. Il voit cette tentation comme l'impossibilité, encore une fois, de mener une vie tranquille. Il se demande comment vivre avec un amour sans espérance, alors qu'il se doit de travailler son écriture. Il pensait pourtant arrêter de souffrir du mal d'aimer. Dans le passé, il a cru par 2 fois connaître la passion, mais ce qu'il ressent pour Véronique est comme un monstre qui ne le laisse pas tranquille. Amoureux de Véronique, qu'il voit comme une vierge, comme une fille verte, il sait quelle torture il devra endurer. Le fait que dans le passé Véronique n'ait pas été une victime, mais a transformé sa honte en gloire, Marche Noire ne parvient pas à l'oublier et en devient malheureux. Il devient jaloux. Marche Noire écoute l'office de nuit des Chartreux. Il a alors l'impression d'accéder à une vie supérieure, dégager des soucis de son existence actuelle. Il place la contemplation en tant que fin de l'âme humaine et fin de la vie solitaire. La contemplation ne semble n'avoir plus de sens que dans les cloîtres. Les membres d'une communauté n'accèdent pas forcément à la contemplation, mais y tendent tous. Le silence est une des principales règles des Chartreux. Si bien que lorsqu'ils ont été torturés lors du temps de la Réforme, ils gardaient le silence. Si les Chartreux veillent et chantent la nuit, c'est également pour intercéder auprès du péché humain, participer aux souffrances de Jésus qui sera en agonie jusqu'à la fin du monde et consoler Dieu qui a été abandonné par ses amis. Marche Noire essaie de prier avec les Chartreux. Il voit les religieux comme des tours de guerre qui doivent soutenir un choc avec les démons. Un acte effectué de mauvais cœur peut avoir des répercussions négatives sur des milliers d'individus, tandis qu'un acte véritablement charitable est capable de propager le bien dans le monde. L'acte libre et la solidarité sont importantes dans la philosophie chrétienne. Dans la chapelle et accompagné des prières, Marche Noire a l'impression de voir le monde des âmes. Selon Marche Noire, visiter la Grande Chartreuse est une chose, mais assister à l'office de nuit en est une autre et est autrement plus intense. Marche Noire n'est pas pressé de visiter en détail la Grande Chartreuse. Il est à mettre en parallèle avec les touristes qui ont visité le lieu et qui resteront sots. Selon lui, seuls 2 ordres sont restés monastiques, la Grande Chartreuse et la Trappe. Il remarque, d'un mauvais œil, un retour de la sensibilité chrétienne dans différentes branches telles que la poésie, le roman ou encore l'histoire. Des hommes riches ou de pouvoir oublient d'aider autrui ou d'entretenir une vertu. Les riches trient les actions qui leur plaisent et celles qu'ils relèguent au loin. Des politiques pensent à balayer prochainement le catholicisme de la civilisation et veulent l'essor de la civilisation républicaine et accordent seulement 2 ordres aux croyants, la Trappe ou la Grande Chartreuse et non d'autres ordres moins rigoureux. Le père Athanase pousse Marche Noire à visiter l'intérieur du monastère tout en récitant les psaumes de la pénitence, puisque Marche Noire tient à se dégager des touristes. Il passe par la bibliothèque qui contient 6000 volumes, mais dont certains ont disparu avec la Révolution. Marche Noire visite une cellule, se recueille dans la solitude au milieu de la solitude, et cherche à y sentir le dépouillement idéal et intérieur. Il compare la Grande Chartreuse, qui est une catacombe dans les cieux, à la vie à l'extérieur, vive et bruyante. Le père compare leur rôle à celui d'un marchand qui s'enfermerait dans une pièce afin de dresser ses comptes, sauf que lui et ses frères doivent le faire avec Dieu. Un des frères va être enterré le lendemain. Marche Noire parle des enterrements normaux durant lesquels les gens hypocrites s'intéressent à la richesse du mort et laissent le défunt parler au juge. À la Grande Chartreuse, les morts sont traités différemment. Les frères savent ce qu'est une âme et ce que c'est que d'être devant Dieu. Les Chartreux vivent longtemps peut-être parce que vivre avec des règles austères permet de vivre plus longtemps qu'une vie faite d'excès. Le défunt Chartreux reçoit plus de prières qu'un chrétien pourrait en recevoir. Le mort est enterré seulement avec l'habit de son ordre. Marche Noire se souvient de l'enterrement de Léon Gambetta à Paris. C'était un enterrement digne d'un roi, pour un homme qui avait pourtant déclaré la guerre à tous les religieux. Il compare l'enterrement de cet homme à celui du Chartreux. 2 ans plus tard, Marche Noire assistera à l'enterrement de Victor Hugo. Il remarque que les gens ne s'agenouillent plus devant Dieu, mais devant des illustres pourritures. La poésie moderne suit le même chemin.
Marche Noire ressent le besoin de travailler. Il a publié 2 livres, Une vie de Sainte Radegonde et un volume de critiques intitulé Les Impuissants. Le premier a été un succès et a été entouré de silence. Il a été non annoncé par la presse, alors qu'il aurait pu être important. Marche Noire est toujours en deçà ou au-delà de son temps, et n'a que du mépris sur la façon dont est rapportée l'histoire. Marche Noire est parvenu à transmuer le passé en avenir. Il est arrivé à redonner vie à des figures du temps des Mérovingiens, en France, mais aussi à l'étranger. Marche Noire a travaillé sur ce livre durant 3 ans et s'est fortement documenté sur le sujet. Le livre ne pouvait attirer que des catholiques ou des religieux, mais ne pouvait pas recevoir d'aide de la part d'un rédacteur en chef qui avait lui-même écrit sur les saintes mérovingiennes et qui avait peur d'être supplanté. Pour les impuissants, le scandale a été si grand qu'il a apporté un demi-succès à l'auteur. Les gens ont mal compris la raison du style d'écriture de Marche Noire. Marche Noire se sent beaucoup plus contemporain des faits historiques que de la racaille démocratique. Il a rêvé d'être le Champollion des événements historiques. Il était persuadé que tous les actes des hommes avaient pour vocation l'écriture d'un livre. Il voyait l'histoire universelle comme un texte homogène. Même s'il savait que sa démarche allait lui attirer des ennemis et que la presse allait lui fermer les débouchés, il a souhaité courir son destin. Il sait quelles seront les difficultés à faire accepter aux autres le symbolisme de l'histoire. Il a conscience que pour être lu et compris des hommes, il faut qu'il présente les choses non pas comme il ferait, mais de manière à attirer les personnes. Présenter l'histoire comme suivant un plan signifie supprimer le libre arbitre. Il espère que son livre aura un succès de scandale ou d'étonnement, afin d'obtenir un semblant de justice pour la supériorité de l'esprit. Marche Noire veut lire l'histoire et en comprendre les combinaisons, ce qui s'avère difficile tant elles sont nombreuses et s'en mêlent les unes dans les autres. Le temps efface certains événements passés et ne garde que les plus importants qui sont représentés sans cause et sans conséquence. Marche Noire veut séparer le hasard de la liberté, alors que la raison moderne les met en couple. Il est contre le concept de hasard, car selon lui tout arrive par ordre ou permission de Dieu, c'est la providence. Il pense qu'il existe un acte unique, un geste infini produit par Dieu qui se répercute indéfiniment dans ses créatures et dans des symboles. Il songe qu'il existe un événement qui constitue le centre de l'univers et d'où partent le passé et l'avenir. Ce que la Providence a écrit tient pour l'éternité et rien ne peut changer les choses. Il nous raconte que le pauvre, quelle que soit la période historique, a toujours été maltraité, même si c'est de différentes manières. 2 choses semblent avoir survécu dans le temps et contre les attaques. Ce sont la papauté et la suzeraineté de la France. Le but de Marche Noire est de mettre en évidence une symbolique inconnue. Marche Noire écrit une lettre à Véronique. Il lui dit qu'il est amoureux d'elle et ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Il lui demande de faire quelque chose pour empêcher tout rapprochement, car il dit brûler sur lui-même. Il l'enjoint à réciter la prière des agonisants, puisque son âme est en péril de mort pour elle. S'il cède à la tentation, il sait qu'il retrouvera le passé de Véronique et sait que cela les avilirait tous les deux. Au bout de 4 semaines, Marche Noire décide qu'il est temps de partir de la Grande Chartreuse. Il prend congé auprès du père général, qui lui donne un billet de 1000 francs. Le père Athanase pense que Dieu aidera Marche Noire un peu plus tard. Le père pense que Marche Noire est né au mauvais siècle et qu'il aurait pu faire de grandes choses s'il était né avant. Il pense que la force de Marche Noire se retournera tôt ou tard contre lui, ce qui le fera sombrer dans le désespoir. Marche Noire dit qu'il cohabite avec un monstre qui est le désespoir, qu'il ne croit pas au bonheur et il souhaite au moins obtenir la paix. Le père remarque que Marche Noire demande la paix alors qu'il va partir en guerre contre ses contemporains qui le condamneront au lieu de le comprendre et contre sa passion envers Véronique. Si Marche Noire était riche, il pourrait faire en sorte de faire disparaître les dangers. Concernant sa passion, il pense que Véronique fera quelque chose pour le sauver d'elle. Il va quitter la Grande Chartreuse sans savoir exactement ce qu'il va faire, mais il souhaite témoigner de la vérité même si les autres refusent de l'entendre ou font preuve de violence envers lui. Il pense finalement que c'est une bonne chose que la richesse lui ait été épargnée, car sinon il serait devenu comme ces personnes qui l'exècrent. Il pense que quels que soient les agissements des autres, rien ne le blessera plus que la mort de son fils. Marche Noire place un changement à la mort de Jésus, puisqu'à partir de ce moment-ci, la douleur est devenue nécessaire. Les hommes ont commencé à souffrir dans l'espérance. Selon lui, les temps modernes sont le signe annonciateur d'une délivrance. Seules 2 choses n'ont pas changé, la surdité des riches et la faim des pauvres. Marche Noire prend un train de nuit afin d'arriver le lendemain matin à Paris. Le voyage lui paraît triste et long. Dans son compartiment, se trouve un jeune idiot et une vieille femme. Il ne parvient pas à dormir à cause du froid. Divers souvenirs reviennent dans la tête de Marche Noire, dont une visite qu'il avait faite avec Véronique à Saint-Denis afin de voir les tombeaux vides des princes de France. Lorsque l'idiot a une crise dans le train,
Marche Noire parvient à le calmer rien qu'en le forçant à le regarder. Il n'a pas prévenu Véronique et Leverdier de l'heure de son arrivée, si bien qu'il pourra traverser Paris seul, ce qui mettra peut-être fin à ses inquiétudes. Bien que Marche Noire déteste Paris, il aime l'indifférence de la multitude et pense que c'est dans cette ville qu'a eu lieu sa genèse morale. Il se souvient qu'il y a 20 ans, il était assis sur un banc du boulevard Saint-Germain, n'allant nulle part, lorsqu'une fille errante a proposé de lui donner son lit pour quelques heures. Lors de son trajet dans Paris, différents souvenirs lui reviennent en mémoire. Marche Noire retrouve son ami Leverdier. Marche Noire devine que son ami lui cache quelque chose. Leverdier lui apprend que Véronique s'est défigurée afin que Marche Noire soit dégoûté d'elle. Leverdier aime fraternellement Véronique, qu'il considère comme une chose de Marche Noire. Ils vivaient tous les trois ensemble et étaient séparés du reste du monde. Leverdier lui raconte l'acte que Véronique s'est infligé après avoir reçu la lettre de Marche Noire. Après avoir reçu la lettre, Véronique n'a rien dit à Leverdier lors de sa visite. Lorsqu'elle s'est retrouvée seule, elle a prié jusqu'au matin. Elle s'est ensuite fait tondre sa chevelure et a vendu ses cheveux. Elle est allée voir un petit juif nommé Monsieur Nathan. Véronique lui a demandé de lui arracher toutes les dents. Monsieur Nathan a hésité, mais il a fini par être convaincu par Véronique. Durant l'opération, Véronique a eu mal, a pleuré et s'est évanouie plusieurs fois. Le lendemain, Leverdier a été choqué de la transformation de Véronique. Elle pense qu'elle n'avait pas d'autre moyen d'obéir à la lettre de Marche Noire. Leverdier pense que si Marche Noire lui avait écrit à lui et non à elle, il aurait pu faire en sorte que Véronique se marie à Marche Noire. Leverdier pense que maintenant que Véronique s'est enlaidie, la passion va s'éteindre dans Marche Noire et qu'une amitié va exister entre deux. Marche Noire souhaite aller consoler Véronique. Il pense qu'il lui apportera de la joie en démontrant que la paix est revenue en lui. Marche Noire retourne chez lui et rencontre Véronique. Quand il la revoit, il est si chamboulé qu'il en pleure. Elle le conduit dans sa chambre et le fait s'allonger sur le lit afin qu'il se repose. Dans l'autre chambre, Véronique parle à Jésus qui est sur un crucifix. On apprend que son confesseur l'a blâmée pour ce qu'elle a fait, mais Véronique, même si elle a pu se tromper, pense que son intention était bonne. À l'heure où des personnes pas toujours recommandables sortent de chez elle, Véronique est une mystique véritable, comme on n'en voit plus. L'acte de Véronique est incompréhensible aux yeux de ses contemporains, surtout par les catholiques qui l'auraient condamnée. L'auteur se plaint de la direction prise par la religion et des actions infamantes qui prennent de plus en plus de place. L'auteur place à 3 ans un virage important dans la religion qui a consisté en un rejet de la souffrance et le déballage de la luxure. Le christianisme a été vidé de sa substance et n'a pas été tué, mais a été rendu idiot. Le christianisme a été converti à l'idolâtrie païenne. Le christianisme a été modifié et diffusé dans la société. Les figures du catholicisme sont représentées de manière très cliché, les représentations suivant toutes le même schéma et étant commercialisées. Les représentations antérieures ont subi une iconoclastie. La littérature catholique est passée par le même chemin. Peu à peu les séminaristes ont reçu un enseignement plus restreint. L'Église met sur un piédestal un prénommé Dupanloup qu'elle considère comme un grand écrivain, alors que l'auteur en pense beaucoup de mal. Il cite les noms d'autres personnes qui sont mises en avant par l'Église, alors qu'elles n'apportent pas grand-chose, si ce n'est que du mauvais. Quiconque sort des paradigmes devra subir la haine, la malédiction, l'excommunication ou la damnation. Il qualifie l'apprentissage catholique de glaire sulpicienne qu'on se repasse de bouche en bouche depuis 200 ans. L'Église adoucit les pénitences dans le but d'avoir plus de fidèles. Les fidèles eux-mêmes regrettent les concessions de leurs pasteurs. S'occuper d'œuvres et s'occuper des pauvres prennent de l'ampleur, mais pour avoir quelques secours, le pauvre doit abandonner toute dignité. Il y aura toujours des pauvres, et les pauvres sont nécessaires aux riches tant ils en ont besoin dans la vie de tous les jours. Marche Noire, ou l'auteur, pense que si Dieu devait à se venger de ses faux fidèles, il le ferait avec une grande violence. Si le Christ revenait, il se penserait orphelin. Lorsque Véronique a avoué dans un confessionnal qu'elle était une femme de joie, l'ecclésiastique lui a jeté le guichet au nez. Véronique a ensuite trouvé un vieux prêtre, confesseur des libertins et des femmes de joie et qui refuse de s'occuper du fretin. Cependant, comprenant que Véronique allait garder une morale, il l'a engagée à chercher un autre directeur. Aucun homme d'église ne l'a comprise. Certains lui ont conseillé de se séparer de Marche Noire. Véronique a été coincée entre son obéissance aux ecclésiastiques et son impossibilité de vivre seule. Ils ont été insensibles à la simplicité de Véronique et lui ont reproché son passé avec véhémence ou avec ironie. Lorsqu'elle a trouvé un missionnaire qui l'a acceptée à peu près comme elle l'était, elle a reçu la lettre de Marche Noire. Après l'acte, le confesseur l'a accusée de zèle et a pensé que même enlaidie, Marche Noire allait continuer d'être touchée par elle. Bien qu'après son acte, Véronique s'est enlaidie, elle n'est pas totalement laide grâce à sa manière d'être et grâce au reste de son corps, dont les yeux.
Elle avait autrefois une chevelure rousse qui débordait. Après sa rencontre avec Marche-Noire, elle a essayé de cacher et de maîtriser ses cheveux, ce qui lui a donné une nouvelle beauté. Maintenant sans cheveux, ses yeux semblent avoir grandi et sa tête semble être plus petite. Le nez est resté le même, mais ses lèvres sont maintenant rentrées. Véronique a à peu près manqué son coup. Après avoir quitté Marche-Noire, Leverdier a rencontré Alcide Lerat qui est historien et littérateur français. Il s'agit d'un pique-assiette qui calomnie les gens de lettres. Leverdier pense que Lerat a calomnié Marche-Noire et a essayé de le dissuader d'être sur le chemin de son ami. Leverdier prend sa rencontre comme un signe de présage funeste. Lerat dit à Leverdier que Beauvivier souhaite confier à Marche-Noire l'écriture d'un article dans son journal nommé Le Pilate. Lerat demande de l'argent contre l'information. Lerat dit à Leverdier de recommander à Marche-Noire de ne pas faire la bête féroce au journal, afin d'avoir un moyen de faire fortune. Leverdier pense que des articles pourraient relancer littérairement son ami. Il compte rendre visite à Beauvivier afin de savoir quel est le véritable but de cet homme. Le lendemain, Leverdier et Marche-Noire se rencontrent dans un café. Marche-Noire s'est fait au nouveau visage de Véronique et la trouve belle encore. Leverdier revient de sa rencontre avec Beauvivier. Cet homme a besoin de Marche-Noire pour évincer Loriot. Leverdier s'est informé sur Beauvivier. Il en a conclu que c'est un homme qui a quantité de défauts, mais qui aime la littérature. Il pense que Beauvivier souhaite embaucher Marche-Noire afin de relever le niveau de la rédaction. Beauvivier laisse carte blanche au sujet des articles, mais il ne faut pas que Marche-Noire tire hors du rang et mitraille leurs propres troupes. Marche-Noire se méfie de ce dernier point. Leverdier convainc son ami d'accepter l'offre qui lui paraît tout de même bonne. Marche-Noire décide pour commencer d'écrire un article d'une véhémence inouïe. Dans le but si l'article passe d'avoir dévoilé la vérité sur l'une des plus complètes ignominies de ce temps. Il souhaite s'en prendre à la société soi-disant chrétienne. Leverdier propose de titrer l'article « La sédition de l'excrément ». Marche-Noire pousse Leverdier à assister au repas de famille préparé par Véronique. Marche-Noire et Leverdier font le chemin à pied. Marche-Noire se dit touché par l'acte de Véronique qui lui a permis de guérir. Ils arrivent à l'appartement de Marche-Noire dans lequel il possède peu de choses qui en plus ont peu de valeur. En vivant chez Marche-Noire, Véronique a vendu la plupart de ses affaires et a donné l'argent à des établissements de charité. Elle sait tenir sa maison et considère Marche-Noire comme son sauveur. Véronique a préparé un repas meilleur que d'ordinaire. Marche-Noire et Leverdier se rendent compte de la difficulté de Véronique pour manger. Leverdier annonce à Véronique que Marche-Noire va écrire pour le Pilate. Effrayée par les dires de Leverdier, Marche-Noire la rassure en lui disant que ce nouveau travail lui permettra d'obtenir un bien-être matériel ainsi que de remplir le devoir d'un écrivain qui est de dire la vérité. Véronique révèle à Marche-Noire que son directeur lui a dit que la voie empruntée par Marche-Noire était dangereuse pour un chrétien, qu'il ne devrait pas juger et punir les hommes et que la charité risquait d'être blessée. Marche-Noire lui fait remarquer qu'on ne peut pas faire la guerre sans offenser ni blesser personne. Il sait que bien des individus l'ont accusé de bien des maux. Marche-Noire compare les chrétiens à des bêtes qui seraient capables de tuer un de leurs témoins. Marche-Noire pense que peut-être l'Église vivra jusqu'à la fin des fins. Cependant, il se peut aussi qu'elle devienne méprisée. Elle peut également expirer. Il raconte qu'il a tenté de faire prendre les armes aux maisons religieuses lorsqu'elles ont été menacées par des décrets, mais il n'a rencontré que des personnes qui l'ont pris pour un fou. Il pense que l'Église est opprimée de la façon la plus inouïe. Il estime à quelques centaines le nombre des vrais fidèles. Véronique porte de l'attention envers les propos de son ami et en pleure. Les propos ont également troublé Leverdier. Selon Marche-Noire, la religion enseigne le devoir de s'aimer les uns les autres, mais a aussi besoin d'être accompagnée par d'autres préceptes afin d'être forte. La miséricorde doit passer par la justice. Le Christ a déclaré que les bienheureux sont ceux qui sont affamés et assoiffés de justice. L'écrivain qui n'est pas à la recherche de la justice est un détrousseur de pauvres au même titre que le riche. Marche-Noire souhaite garder ses idées, même s'il sait que tout le monde le condamnera et que plus rien ne touche le monde. Beauvivier est un homme sans génie, mais qui a des capacités d'assimilation et d'imitation. Il est une copie de Victor Hugo. Cela lui a suffi pour connaître la gloire dans divers domaines. Il a écrit divers livres, dont l'inceste, qui s'avèrent être toxiques pour ses lecteurs. Homme à femme, il est passionné par les chaussures. Il n'existe que pour tromper et trahir. Il blâme Jésus lorsqu'il pardonne à la femme adultère. Beauvivier a plusieurs enfants dont il ne parvient pas à se faire aimer et essaie de se satisfaire en donnant des balles d'enfants. Depuis 3 semaines, Beauvivier est le rédacteur en chef du Pilate à la place de Magnus Conrart. Beauvivier n'a pas mérité ce poste, mais l'a obtenu de manière inexpliquée.
Magnus s'est pendu après avoir attrapé la gangrène. Beauvivier espère que le journal redevienne littéraire, comme il a été à ses débuts, avant que Magnus fasse tomber le journal dans la médiocrité. C'est peut-être dans cette perspective que Beauvivier a voulu réintégrer Marche Noire. 2 jours après le dîner entre les 3 amis, Marche Noire apporte son article à Beauvivier. Marche Noire est ravi du fait que Beauvivier veuille remonter le niveau du journalisme, alors que les journaux actuels sont crevant d'ennui. Marche Noire envisage que Beauvivier regroupe des gens comme lui et qu'il forme un courant nouveau. Marche Noire pense faussement que Beauvivier a de la sympathie pour lui. Beauvivier lit l'article de Marche Noire, y joint une note, puis l'envoie à l'imprimerie. Beauvivier l'invite pour le lendemain soir à un dîner où seront quelques confrères. Marche Noire a l'espoir d'obtenir une justice littéraire. Leverdier essaie de faire en sorte que son ami ne place pas trop d'espoir en Beauvivier. Leverdier s'inquiète du dîner auquel Beauvivier a invité son ami. Peu après l'entrée de Marche Noire dans le salon, Marche Noire ressent rapidement du dégoût pour les invités. Il rencontre le docteur Desbois et Dulaurier qui ont de nouveau de l'estime pour lui. À la réception se trouve Gaston Chaudsègue qui est un auteur célèbre et qui gagne beaucoup d'argent et cependant homme sans talent, qui retourne sa veste selon les circonstances et qui est en réalité un copiste d'ouvrages étrangers. Gaston Chaudsègue parle avec Raoul Denisme et Léonidas Rieux-Pérou qui parviennent à faire l'exploit d'avoir encore moins de valeur que Chaudsègue. Plus loin se trouve un autre trio de poètes romanciers, Amilcar Lécuyer, Andoche Sylvain et Gilles de Vaudoré. Tous 3 sont des hommes de peu de valeur, mais qui ont pourtant réussi, de manière imméritée, en empruntant des chemins différents. Marche Noire aimerait s'en aller, mais il se force à rester. Il ne parvient que difficilement à parler à autrui, tant il les méprise avec raison. Marche Noire demande à Beauvivier de manger séparément des autres invités. Beauvivier propose de le placer d'une certaine façon. Marche Noire demande à être assis à côté d'Octave Loriot, qui n'est qu'un imbécile. Marche Noire parle en mal des autres invités qui connaissent le succès, alors qu'ils n'ont pas de talent et dont certains n'obéissent à aucun code d'honneur. Au milieu des invités, Marche Noire a conscience d'être seul contre tous. Toute parole semble vaine puisque le monde est réfractaire à la vérité. Marche Noire commence à avoir conscience que sa collaboration au Pilate est une chimère. Un dernier invité, tant attendu, Mérové Beauclerc fait son apparition, alors que sa présence dérange fortement Marche Noire. C'est un homme de grande influence, qui a pourtant rien fait de particulier pour mériter la place qu'on lui attribue. Après l'arrivée de cet homme, il ne reste plus qu'à se mettre à table. Lors du dîner, Beauvivier se retrouve entre Marche Noire et Chaudsègue. Marche Noire parle peu, mais Beauvivier pense qu'il finira par dire des paroles véhémentes, surtout en le faisant boire. La conversation porte sur un duel qui a eu lieu entre un catholique et un juif, durant lequel le catholique a été tué. Le blâme ne tombe pas sur l'assassin, mais sur la volonté qu'a eu le tué de se battre en duel. Aux questions, Marche Noire répond dans le sens des invités et parvient à parler calmement. Beauvivier souhaite que Marche Noire lise son article en public. Marche Noire accepte bien qu'il a le pressentiment que Beauvivier est en train de lui tendre un piège. Marche Noire lit son article devant les invités. Alors qu'il avait parlé jusque-là calmement, la bête est maintenant lâchée. La déclaration amène la stupeur parmi les hôtes. Beauvivier essaie de le congratuler en mettant en avant sa façon de déclamer et lui recommande de faire du théâtre. Marche Noire prend ce compliment pour une insulte, car selon lui le comédien représente la honte des hontes. Tandis qu'il expose ses idées sur le théâtre, les invités deviennent hostiles envers Marche Noire. Ce dernier se plaint alors ouvertement de ses compagnons et énonce les idées que l'on connaît déjà. Marche Noire décide de partir. Marche Noire s'enferme dans son esprit et continue son livre sur le symbolisme. Son article est bien paru dans le journal, mais celui-ci a été modifié. Marche Noire n'a pas le soutien des catholiques qui le détestent encore plus que les mécréants. Il sait déjà qu'il aura des problèmes pour éditer son livre. Marche Noire est si désespéré qu'il s'arrête parfois d'écrire. De plus, il est plus amoureux que jamais de Véronique, alors qu'il tente de résister à la tentation. Marche Noire est privé perpétuellement de bonheur, alors qu'il désire le trouver. Il fait des sorties dans le but de soulager ses crises de désespoir. Marche Noire n'apprécie pas la grand-messe surnommée « l'opéra du peuple », cette messe qui n'est que pour les riches et les notables et non pour les personnes qui ne peuvent pas payer. Il n'y va que pour accompagner Véronique, tandis que lui se cache dans la chapelle. Toutefois, il apprécie la liturgie qui lui permet un temps de ne plus penser à ses soucis. Il imagine un dialogue entre Dieu et les hommes dans lequel Dieu dit que le prophète Élie peut le délivrer, et lorsqu'il le fera, il fera subir des atrocités aux hommes. Marche Noire demande à Dieu pourquoi il ne revient pas, alors que bien des individus l'ont attendu. Marche Noire est touché jusqu'à l'excès par les cérémonies religieuses.
Véronique se rend compte que son sacrifice n'a servi à rien puisque Marche Noire est toujours amoureux d'elle. Elle songe à mourir afin de délivrer Marche Noire. Ses oraisons s'approchent du délire. Marche Noire de son côté ne s'aperçoit pas du réel état de Véronique. Marche Noire et Véronique se parlent à peine et ne se voient qu'aux heures des repas. Leverdier ne devine rien de ce qu'il se passe. Un matin de juin, Marche Noire, n'en pouvant plus de désir, entre dans la chambre de Véronique. Il s'aperçoit qu'elle est en pénitence et qu'elle a pleuré toute la nuit. Véronique se confie au crucifix, elle parle à Jésus avant de l'invectiver. Elle demande en latin « Que t'ai-je fait? Comment t'ai-je offensé ?» Marche Noire se met à pleurer. Véronique remarque qu'elle en arrive parfois à confondre Marche Noire avec Jésus. Marche Noire a déjà été plusieurs fois étonné de la manière dont Véronique a une vision objective si simple qui relève de la sagesse. Il met en doute le fait qu'il soit appelé à faire de grandes choses. Il pousse Véronique à se reposer. Marche Noire reçoit une lettre du notaire qui lui envoie 2500 francs. Avec cet argent, Marche Noire veut écrire un pamphlet périodique uniquement écrit par lui-même et qui lancera dans Paris. Marche Noire annonce la nouvelle à Leverdier. Son ami pense que ce journal est une folie, car il sait que le journal ne marchera pas faute de réclame et de complicité avec les autres journaux. 8 jours plus tard, paraît le premier numéro du journal nommé Le Carcan. La sortie est un insuccès, mais le pamphlet a été remarqué par les artistes. Le roman nous fournit 2 des articles, Le péché irrémissible et l'hermaphrodite prussien Albert Wolff. Marche Noire replonge dans la misère. Leverdier disparaît de sa vie. Marche Noire vend ses meubles et ses livres, donne l'argent à Leverdier qui se retire en Bourgogne chez sa tante, dont il est l'héritier. Leverdier rend l'argent à son ami avant de partir. Leverdier se sacrifie un temps afin d'aider plus tard Marche Noire et Véronique. Les deux décident de dire à Véronique que Leverdier ne part que pour des affaires de famille et qu'il va revenir bientôt. Marche Noire a l'impression qu'ils ne vont plus se revoir. Être pauvre est un crime, bien qu'aucune loi ne le mentionne. Les pauvres ne sont punis d'aucun supplice relevant de la torture ou de la mise à mort. Cependant, les pauvres sont tourmentés par la force sociale. Alors que l'on tolère ou recherche la compagnie de personnes pourtant coupables, les pauvres sont méprisés et excommuniés de la vie. L'Église préconise la pauvreté, mais celle-ci étant choisie, ne correspond pas à la vraie pauvreté. Le christianisme a permis aux pauvres de mieux supporter leur état en leur promettant une compensation ultérieure. Si la religion n'était pas présente, les pauvres feraient preuve de violence contre les riches. Marche Noire est scandalisé de l'argent dépensé par les riches qui aurait pu faire vivre de nombreux pauvres. Il pense que dans l'avenir les riches recevront une punition, car ils sont possesseurs d'un argent qui ne leur appartient pas. 8 mois après le départ de Leverdier, celui-ci reçoit une lettre de Marche Noire. Nous apprenons que Véronique est à Sainte-Anne depuis 2 semaines et que Marche Noire est mourant après avoir été renversé par un camion. Il demande à Leverdier de venir le voir avant sa mort et lui demande de prier pour lui. Marche Noire lui révèle qu'il est passionné par Véronique et que c'est ce sentiment sans remède qui a rendu folle Véronique. La jeune femme ne le reconnaissait plus et pensait que l'homme présent était un bourreau venu pour la tourmenter. Les 60 francs que lui envoyait Leverdier tous les mois ne lui suffisant pas, Marche Noire est devenu homme de peine, copiste, puis a vécu d'aumône. Il a rencontré Dulaurier et le docteur Desbois qui ont refusé de l'aider. Cette existence misérable a duré 5 mois. Marche Noire a pu terminer son livre sur le symbolisme. Il demande à Leverdier de veiller sur Véronique après son enterrement. Marche Noire attend son ami qui devrait prochainement venir. Il attend également un prêtre, mais la portière n'est pas allée le chercher malgré sa demande. Après la crise de la matinée, le docteur a prédit que Marche Noire allait mourir avant le lendemain. Marche Noire comprend que le prêtre ne viendra pas le voir et comprend que Leverdier n'arrivera que trop tard. Marche Noire parvient à faire peur à la portière qui cherche un ecclésiastique, mais celui-ci ne pourra venir qu'après les confessions. Marche Noire décède sans avoir reçu la visite du prêtre et sans avoir revu son ami. Marche Noire est décrit comme une personne désespérée. Le roman mentionne des événements passés. Ainsi nous savons qu'il a reçu une éducation rigoureuse de la part de son père, qu'il a été rejeté de la part de ses camarades de lycée, qu'il a voulu sauver des femmes de mauvaise vie mais qu'il a échoué, qu'il a voulu aider 2 femmes mais que celles-ci sont mortes, qu'il a eu un fils qu'il chérissait mais qui est décédé. Si Marche Noire ne connaît pas le bonheur dans sa vie, il ne le connaît pas non plus dans la littérature. Il a pu écrire des articles dans un journal, mais a été remercié. Il a publié 2 livres, mais il n'a pas connu le succès. Pourtant Marche Noire est un écrivain talentueux et c'est justement ce qui lui fait défaut. D'autres bien moins doués ou qui font exprès d'être bien moins doués, connaissent la réussite et sont récompensés de nombreuses fois. Marche Noire se rend compte du peu de valeur de ses collègues et sait aussi quel est leur passif dans la vie. Sachant cela, et ne pouvant pas être hypocrite,
Marche Noire a des paroles véhémentes et n'est pas accepté par les autres. Selon Marche Noire, être écrivain consiste à écrire la vérité. Ses collègues, eux, n'écrivent que pour satisfaire les goûts des aristocrates. Les autres écrivains savent le peu de valeur qu'ils ont et puisque Marche Noire a l'habitude de dire et d'écrire la vérité, ils ont peur de lui. Par exemple, Dulaurier sait qu'il serait malvenu de faire de Marche Noire son ennemi, puisque celui-ci pourrait montrer la vérité à autrui. Il l'aide même partiellement en lui envoyant une petite somme d'argent pour l'enterrement de son père afin de calmer la bête. Marche Noire réclame une justice littéraire, mais il ne l'obtiendra jamais. Son article La sédition de l'excrément paraîtra, mais sera en partie haché. Ses pamphlets publiés à son compte ne marcheront pas faute d'entente avec les autres journaux. Donc Marche Noire n'a pas sa place parmi les écrivains parce qu'il est trop talentueux et qu'il ne sait pas être hypocrite afin d'obtenir ce qu'il souhaite. Longtemps, Marche Noire n'était pas intéressé par la religion parce qu'on la lui a mal enseignée durant son enfance et son adolescence. Ce n'est qu'après avoir lu le Nouveau Testament qu'il a eu une révélation religieuse. Cependant celle-ci ne lui sera pas bénéfique. En effet, Marche Noire se rendra compte à quel point le christianisme a changé depuis quelques siècles. Il ne peut pas être d'accord avec les agissements et les enseignements des ecclésiastiques et reproche également aux fidèles de ne suivre que les leçons qu'on leur a données et de ne pas aimer Dieu comme il le devrait. Les reproches contre la religion actuelle sont maintes fois présents dans le roman. Il analyse les changements récents dans la civilisation comme le signe d'une prochaine apparition de Dieu sur terre, qui cherchera à se venger des fidèles qui ne l'aiment pas comme il le faut. Le christianisme de Marche Noire est à mettre en parallèle avec celui de Véronique. En effet, Véronique est très pieuse, mais elle est confrontée aux avis des hommes d'église qui la perturbent. Lors d'un repas, Marche Noire lui expliquera longuement en quoi ces ecclésiastiques ont tort et lui fera voir sa vision de la religion. Alors qu'il a écrit un roman sur Sainte Radegonde, le livre est passé inaperçu et a été étouffé. Donc tout en étant religieux, Marche Noire n'a pas sa place parmi les catholiques. Les relations de Marche Noire avec les membres de sa famille sont également défaillants. Nous savons que sa mère et que son frère sont décédés. Au début du roman, le père de Marche Noire est en train de mourir. Marche Noire s'accuse de la mort, puisqu'il pense que son père, à coup de déception envers son fils, a fini par en mourir. Dès l'enfance, le père de Marche Noire a été brutal envers son fils, ce qui ne l'empêchait pas de vouloir des preuves d'affection de Marche Noire. Nous savons que Marche Noire a connu une femme qui est morte et que Marche Noire n'a pas pu enterrer faute d'avoir les moyens financiers à temps. Nous savons aussi qu'il a aidé une autre femme, qui a été tuée sous les coups de son ancien éditeur. Il a également eu un garçon qu'il a beaucoup aimé, mais qui est décédé de manière mystérieuse. Dans la maison de son père, Marche Noire voit ces 3 cadavres comme des apparitions. Au moment T de l'histoire, nous savons que Marche Noire vit en colocation avec une femme nommée Véronique. Ne voulant plus de relations charnelles avec les femmes, il a pourtant accepté cette femme sous son toit. Il a transformé la pécheresse en une femme très pieuse. Ce n'est que lors du passage à la Grande Chartreuse que Marche Noire apprend qu'il est amoureux de Véronique. Cet amour sera source de bien des problèmes plus tard. Marche Noire possède une seconde personne qui est proche de lui et qui s'appelle Leverdier. Si Marche Noire considère Véronique comme sa chose, Leverdier considère Marche Noire comme sa chose. Leverdier a fait bien des choses pour son ami afin de le lancer dans la littérature, mais cela a été sans succès. Il aide également Marche Noire financièrement puisqu'il lui envoie de l'argent pour l'enterrement de son père et qu'il lui enverra encore de l'argent lorsqu'il sera en Bourgogne chez sa tante. Lorsque Marche Noire publie à ses frais ses pamphlets, s'il ne réussit pas, ce n'est pas à cause du manque d'argent ou du manque de talent, mais c'est parce que Marche Noire ne s'est pas filouté avec les autres afin que la presse mette en avant son travail. Donc Marche Noire n'a pas non plus sa place parmi les hommes, excepté avec Véronique et Leverdier. Marche Noire possède une grande tare qui est la pauvreté. Comme il le dit lui-même, s'il avait été riche, il aurait pu éviter certains obstacles. Sa pauvreté lui fait subir certains tourments tels que la possibilité de ne pas pouvoir enterrer son père et le mettre dans une fosse commune, le fait de ne pas pouvoir enterrer la femme qu'il aime dont le corps servira dans un amphithéâtre, le fait de devoir mendier de l'argent auprès des gens qui l'exècrent tels que Dulaurier et le médecin des bois, et le fait de devoir vendre la maison de son père qui est pourtant pleine de souvenirs. Le roman finit par un plaidoyer envers les personnes pauvres qui, bien qu'elles n'aient rien fait de spécial et qu'il n'existe rien dans la loi qui pourrait leur faire subir des châtiments, sont des excommuniés de la vie. Donc la pauvreté de Marche Noire l'exclut des personnes plus riches qui n'ont que du mépris pour lui. Il semble évident que Marche Noire n'est pas fait pour vivre au XIXe siècle. De par ses recherches bibliographiques, Marche Noire possède une vision du passé que ne possède pas forcément autrui. Marche Noire possède une certaine vision de la religion et considère l'histoire autrement que ses contemporains. Il compare ce qui a eu lieu avant et ce qui a lieu maintenant. Il ne cesse de parler de la décadence du temps présent. Il est écrit qu'il est toujours aspiré en deçà ou au-delà de son temps. S'il était né plus tôt, Marche Noire aurait pu devenir quelqu'un et être reconnu.
Marchenoir se rend compte qu'en exposant ses idées, il se heurte aux autres qui ne l'écouteront pas ou ne le laisseront pas faire. Le père Athanase a également conscience de la difficulté que Marchenoir devra subir en voulant diffuser ses idées. Donc Marchenoir n'est pas un homme de son temps. En conclusion, Marchenoir n'est pas à sa place parmi les écrivains, parmi les catholiques, parmi les hommes, parmi les riches et parmi le temps présent. Tout ceci contribue à faire de Marchenoir un individu désespéré. Cher cœur souffrant, ne te laisse pas dévorer par ton chagrin. Tu as ton livre à faire. Tu as de grandes choses à dire à certaines âmes à qui personne ne parle plus. Relève-toi. Je n'ai pas d'autre parole de consolation à t'offrir. Ton infortuné père, que tu n'as pas plus tué que je n'ai tué le mien, a beaucoup plus besoin, à cette heure, de tes suffrages actifs que de tes larmes. Tu dois, ce me semble, comprendre ce langage. Tu ne m'as pas écrit, naturellement. Et je n'y comptais guère, malgré ta promesse. Mais, en revanche, tu as écrit à Dulaurier pour lui demander de l'argent, comme si je n'existais pas, moi. Je l'ai rencontré aujourd'hui même, alors que j'étais en course précisément pour t'en procurer, et il m'a tout appris. Tu es un traître, mon pauvre Caïn, et un imbécile par-dessus le marché. Comment pouvais-tu espérer que ce fantoche de lettres, cet harpagon dandy, se porterait volontiers à te secourir? Est-ce que, par hasard, tu tomberais dans le gâtisme définitif de supposer que cette reliure, soi-disant pensante, de tous les lieux communs et de toutes les inanités clichés, puisse être capable d'entrevoir seulement l'immense honneur que tu lui fais en l'implorant? C'est par trop idiot, et si tu n'étais pas si malheureux, je t'assommerais d'injures. Il m'a joué tous les airs de sa mandoline, le misérable. Il s'est attendri, comme toujours, sur tes chagrins, sur ta malchance littéraire, etc. Puis prenant mon silence pour une approbation de tout ce qui lui plairait de me faire entendre, cette nuque. Pour qui le fanatisme consiste à dire oui ou non sur n'importe quoi, à parler, une fois de plus, de ton intolérance si regrettable et de ton injuste rage de dénigrement. Il m'a donné sa parole d'honneur que tes absurdes principes étaient incompatibles avec l'idée qu'on pouvait se faire d'une tête sagement équilibrée et qu'ainsi tu n'arriverais jamais à rien. Au fond, il te redoute terriblement et voudrait bien que tu restasses à Périgueux. J'ai parfaitement senti qu'il tenait surtout à se justifier par avance du soupçon de ladrerie. Il paraît qu'il a poussé le zèle de l'amitié jusqu'à s'en aller demander pour toi l'aumône au docteur, qui s'est fendu de quelques pièces de 100 sous, à ce que j'ai pu comprendre. Ça ne doit pas être gros. Une bien jolie pratique, celui-là encore. J'espère bien que tu vas leur renvoyer immédiatement leur sale monnaie. Ce Dulaurier a eu un mouvement admirable. Voulez-vous prendre ma montre? M'a-t-il dit d'une voix mourante, vous la porteriez au mont de Piété et vous enverriez l'argent à ce malheureux. Moi, toujours silencieux, je regardais l'oignon monter et descendre dans le gousset, puis finalement disparaître, comme un pauvre cœur qu'on dédaigne. Cela tournait au palais royal. Cette oblation grotesque me rappela, néanmoins, que l'heure galopait. Je me hâtai de le féliciter sur son ruban rouge et sur le prix de 5000 francs qu'on vient de lui décerner, en le suppliant avec douceur de vouloir bien épandre désormais sa protection sur quelques écrivains supérieurs que je lui nommais, et que les récompenses n'atteignent jamais. Il m'a regardé alors avec des yeux de merlan au gratin et s'est immédiatement fait disparaître. J'espère que m'en voilà débarrassé pour quelque temps.